vous posez beaucoup de questions, vous nous les posez si souvent. Est-ce qu'il y a réellement les coronavirus, cette pandémie à Covid-19 en République démocratique du Congo, surtout ici à Kinshasa? Oui, beaucoup de gens restent sceptiques, surtout des Quinois, qui pensent que c'est un mythe ou une invention de quelques personnes qui veulent s'enrichir derrière. Alors, beaucoup de questions que vous posez, nous allons les poser à quelqu'un qui va vous donner des réponses. Michel Mouvoudi qui est avec nous, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Certainement, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions par rapport à cette pandémie du Covid-19. Est-ce qu'il y a cette maladie ici au pays? Non, je pense que monsieur le journaliste, vous l'avez remarqué. Au début, il y avait justement les doutes. Il y avait des gens qui hésitaient sur oui ou non à la pandémie au Covid-19 en RDC. Mais je crois que de plus en plus, on comprend qu'il y a une réalité, c'est que le Covid-19 est bel et bien une pandémie qui sévit en République démocratique du Congo, avec comme épicentre principal la ville-province de Kinshasa. Donc à ce jour, nous avons 471 cas confirmés sur l'ensemble du territoire national. Nous déplorons 30 décès, malheureusement. Nous avons 56 personnes qui sont guéries et 200 personnes à peu près qui évoluent bien. Et en termes de provinces, il y a peu. On avait 5 provinces, mais là, on a la province du Haut-Katanga et la province du Congo central qui venaient d'enregistrer des cas. Donc, c'est pour vous dire justement que nous sommes bel et bien en situation d'épidémie liée au Covid-19. Je vais vous poser les questions de l'homme de la rue. Oui. Ces malades sont où? Et puis, il y en a qui disent, pourquoi pas mon voisin? Oui. Pourquoi pas celui que je connais? Exactement. Bon, est-ce que ce sont des fantômes? Est-ce que ce sont des vrais Quinois qui sont malades? Exactement. Donc, vous avez deux types de malades. Hein. Donc, vous avez, pour votre information, monsieur le journaliste, le Covid-19, ça vous donne un syndrome grippal. Donc, vous partez d'un rhume banal jusqu'à une infection respiratoire carabinée. Donc, ça veut dire qu'en fait, dans la plus grande majorité des cas, c'est vraiment un rhume banal. Donc, on dit qu'à 80%, c'est vraiment une infection respiratoire très, très, très banale et qui peut même passer inaperçue. Et là, vous avez justement ces genres de cas qui sont appelés des cas bénins, qui sont suivis à domicile. Donc, c'est comme si vous aviez une grippe. En tout cas, il n'y a pas de raison de vous faire hospitaliser pour donc, parmi les 400, je crois... 471 cas, il y en a qui sont justement à la maison. Beaucoup et sont, qui sont chez eux à la maison. Donc, quand vous êtes malade et que le cas est bénin, donc qu'est-ce que vous faites? Vous soignez les signes, parce que c'est une maladie virale. Donc, vous prenez des antipyrétiques contre la fièvre, vous prenez des médicaments contre la toux, vous prenez des médicaments contre le maux de tête et vous observez ce qu'on appelle les mesures barrières. Ça veut dire que lorsque vous éternuez, vous utilisez votre coude ou le papier mouchoir que vous jetez dans une poubelle fermée. Vous observez les mesures de distanciation sociale, n'est-ce pas? Vous prélevez couramment votre température, ainsi de suite. D'accord? Donc ça, c'est des personnes qui sont là, qui existent et qui évoluent. Il y en a qui évoluent bien, mais quand vous avez des signes d'aggravation, justement, vous arrivez dans la proportion des cas qu'on appelle sévères. OK? Et ces cas sont hospitalisés dans un hôpital, quelque part, sur la ville. Donc il y a notamment à Monkole, à Kinkole, à Ngaliema, cinquantenaire, et c'est là où justement il y a un suivi qui est fait à partir des services de réanimation. Cinquantenaire, justement, on a vu dernièrement une vidéo devenue virale sur la toile, exact, des malades qui disent qu'ils ne sont pas malades et qu'ils sont là depuis des semaines, pas des comprimés, pas des visites. Ouais, est-ce que vous prenez des gens en otage pour justifier les nombres de cas? Non, je pense qu'il faut, premièrement, il faut respecter les droits des malades. Et je pense que lorsque les gens se plaignent des conditions dans lesquelles ils sont soignés ou pris en charge, il faut regarder. C'est un feedback qu'il faut accepter, qu'il faut voir. Mais à ce que je sache, les personnes qui sont au cinquantenaire sont des gens qui étaient diagnostiqués malades par l'INRB. Et qui étaient en train d'être suivis. Évidemment, vous pouvez être cliniquement bien portant, n'est-ce pas? Vous n'avez aucun signe, mais il s'avère que dans le cas du Covid-19, vous avez des personnes qui sont cliniquement bien portantes, mais qui ont le virus au niveau de la gorge, d'accord? Et donc, à ce titre-là, quelqu'un peut dire « je suis bien portant », mais cela ne veut pas dire qu'il n'a pas l'infection. Mais jusqu'à faire quand même à ce stade, je crois que ce que vous devez savoir, c'est que justement quand on vous met en quarantaine, quand on vous met en situation d'isolation, on doit observer 2 semaines. C'est important parce que il y a d'abord le traitement que vous devez prendre. Deuxièmement, c'est que si vous êtes asymptomatique, il faut suivre pour vous assurer que vous n'avez pas transmis la maladie, d'accord? Parce que vous n'avez pas développé la maladie. C'est très important de le savoir. Et donc,
Il y a eu des cas justement au cinquantenaire et j'ai appris, comme vous, j'ai vu des vidéos que ces gens se plaignaient de la prise en charge. Il y a eu justement à l'issue de toutes les discussions entre le responsable du cinquantenaire et le gouvernement, des améliorations qui ont été exigées. Et je pense justement qu'il y avait des soucis et il me semble que ces soucis ont été réglés entre le responsable de l'hôpital cinquantenaire et le gouvernement. Alors, quel est le travail de votre équipe de la riposte? Alors, au quotidien, en fait. L'équipe de la riposte, en fait, nous sommes une très grande équipe avec plusieurs institutions qui ont des rôles et responsabilités. Donc, pour votre information, il y a une task force qui est attachée à la présidence, qui fait l'interface entre le chef de l'État et les structures techniques qui sont engagées au niveau de la riposte. Vous avez un comité multisectoriel, parce que vous savez très bien que pour mettre fin à cette pandémie, il faut l'implication des autres secteurs, n'est-ce pas? La sécurité, par exemple, qui doit veiller à ce que les mesures soient appliquées, les transports, hein, la communication, parce qu'il faut sensibiliser la population, ainsi de suite. Et donc, il y a un comité qui existe et qui est rattaché au Premier ministre et qui autour du ministre de la Santé, essaye d'articuler tous les secteurs connexes à la santé. Je venais de vous les citer. Mais en dehors de cela, vous avez aussi ce qu'on appelle le Comité national de coordination qui est sous le leadership du ministre de la Santé, en fait, qui fait la revue de toutes les épidémies. Parce qu'il faut que vous compreniez qu'en ce moment où nous avons le Covid-19, il y a d'autres épidémies, notamment l'épidémie au choléra. Vous avez l'épidémie d'Ebola qui a repris il y a peu et qui continue justement son chemin au Nord Kivu. Il y a la rougeole aussi. Il y a la rougeole, ouais, n'est-ce pas? Donc il ne faut pas oublier qu'il y a justement d'autres phénomènes morbides qui peuvent toucher la santé de la population. D'accord? Mais après, vous avez ce qu'on appelle le secrétariat technique qui est dirigé par le professeur Jean-Jacques Mouyembe, auquel sont rattachées les différentes commissions. Donc vous avez la commission prise en charge médicale, prise en charge psychosociale, la commission mobilisation, vous avez la commission sécurité, ainsi de suite. Et donc ces commissions organisent techniquement la riposte. D'accord? Mais au niveau du système de santé, pour votre information, on a défini une approche basée sur la zone de santé. Donc, au niveau de la ville-province de Kinshasa, vous avez 35 zones. Ce sont ces zones de santé, ça veut dire autour du médecin chef des zones, de l'hôpital général de référence et des centres de santé qu'on organise la riposte en se basant justement sur la communauté. Alors, vous avez confiné, quand je dis vous, c'est parce que vous, comme équipe de riposte, ouais. Vous faites les conseillers des politiciens, des autorités qui gèrent notamment la ville pour confiner Gombe pendant des semaines. Aujourd'hui, déjà, on ne sait même plus si Gombe est encore confiné ou pas. Alors, c'était pour quel résultat? Alors, je crois que je l'ai mentionné plusieurs fois. Il était important qu'on confine Gombe pour la simple raison que d'abord, Gombe, c'est une zone de santé qui a 114 000 habitants, ok? Mais en situation de trafic. Cette zone atteint jusqu'à 3 millions de personnes qui viennent pour les achats, travailler dans les magasins, les marchés, ainsi de suite. Donc, et Gombe avait le plus grand nombre de cas sur la ville, sur la province de Kinshasa. Vous comprenez que Gombe était l'épicentre de l'épicentre. Donc, il était quand même important qu'on confine Gombe pour essayer de mener un certain nombre d'interventions de santé publique. Okay? Alors, la première intervention, c'était justement d'abord faire le suivi des contacts des cas qui étaient à la Gombe, y compris les contacts des cas de la Gombe qui sont en dehors de la Gombe. Parce que si vous habitez Gombe et que vous avez un chauffeur, votre chauffeur n'habite pas Gombe. Il habite probablement Massina ou Mongafula. Donc, il fallait tracer ce parcours et rechercher justement tous les contacts des cas. Ça, c'est le premier élément. Et au décours de ce travail d'arrache-pied qui a été fait, nous avons dépisté plus de 30 cas. En tout cas, on parle de 31 cas, d'accord, ici à la Gombe. Donc, vous imaginez que si on n'avait pas fait ce travail, avec le flux migratoire des personnes au niveau de la Gombe, qui est en fait un carrefour, on pouvait amplifier la propagation de la maladie. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, le résultat qu'on a obtenu, c'est qu'en fait, on a pu désinfecter les lieux publics. L'hôtel du gouvernement, la gare centrale, les marchés, n'est-ce pas? Et on continuait justement à le faire pour éviter que les personnes qui vont aller à certains endroits s'infectent. D'accord? Le troisième élément, le troisième résultat, c'était la sensibilisation. N'oubliez pas, monsieur le journaliste, que pour arriver à mettre fin à cette épidémie, la communication est un pilier extraordinairement important. Okay? Donc, il faut y travailler, il faut y veiller, il faut faire en sorte que les gens soient correctement informés. Et donc, on a justement passé des messages, notamment sur les mesures barrières, le port du masque, on a passé des messages notamment sur le lavage de mains, ainsi de suite. Donc ces mesures ont été fortement renforcées au cours de ces confinements-là. Mais je voudrais quand même mentionner un point, c'est que quand on dit que Gombe est confiné, ça ne veut pas dire qu'on relâche ailleurs. Et c'est malheureusement la situation qu'on a. Okay? On pense qu'il faut seulement regarder Gombe alors que la maladie n'est pas qu'à Gombe. On a la maladie à Ozone, parce que même malgré toutes ces mesures, Michel Mouvoudi, oui.
les cas quand même augmentent d'une manière exponentielle. Là, on ne comprend plus rien. On était à moins de 100 cas. Oui, maintenant on est à 471 on a 400 cas. Alors c'est que les résultats, quand même, c'est discutable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire augmentation des cas? D'accord? Je vais vous faire comprendre très facilement, monsieur le journaliste. Quand les cas augmentent, il faut voir les choses de deux façons. Première façon, c'est qu'il y a potentiellement une augmentation du dépistage. Et d'ailleurs, c'est ce que moi je souhaite. J'ai l'impression personnellement, quand je vois l'évolution des premiers cas, je me dis probablement que la maladie avait déjà fait des avancées dans la population, mais c'est le système qui n'arrivait pas à les détecter. Aujourd'hui, si justement on arrive à plus détecter des cas, c'est bien, parce qu'on les isole, on les traite, on diminue les réservoirs. Donc moi, je suis en faveur qu'on dépiste le plus de cas et à temps, pour éviter la chaîne de propagation. Ne voyez pas l'augmentation du nombre de cas seulement en termes de oui, la maladie augmente. Mais si la maladie n'est pas dépistée, si, imaginez-vous qu'on vous dise qu'on ne voit plus de cas de Covid. Ça peut être une très mauvaise chose si le dépistage n'a pas été fait correctement. D'accord? C'est comme ça que vous voyez dans beaucoup de pays, on monte en termes du nombre de personnes qui sont détectées. Et la deuxième façon, justement, ça veut dire que la maladie est en train de continuer sa propagation. D'accord? C'est comme ça que, justement, à chaque fois que vous avez un cas positif, il faut faire ce qu'on appelle la chaîne de transmission. Où est-ce que la personne a tiré la maladie? Qui est-ce que la personne a contaminé? C'est comme ça que vous arrivez à dire, ah, en tout cas, il s'agit d'un cas qui était caché quelque part, ou alors il y avait un cas index quelque part qu'on n'avait pas vu. Mais, somme toute, ce qui est vrai, c'est que nous n'avons pas encore atteint notre pic épidémique. Et pour le moment, pour moi, il faut que les équipes... Vous voyez, qu'est-ce que vous dites? Il faut que les équipes... Il faut combien? Un mois, 2 mois après? Exact. Il faut que les équipes augmentent leur dépistage pour arriver à se dire, on atteint le pic épidémique. Alors, pour votre question, la prédiction, n'est-ce pas, lorsque vous faites les projections, on estime entre mi-mai et fin mai l'atteinte du pic épidémique. Mais déjà, vous n'avez pas commencé les dépistages systématiques. Est-ce que ce n'est pas un manque de moyens? On a vu qu'il y a des millions qui viennent du FMI. En fait, je ne sais pas si l'OMS vous donne un peu d'argent. Les gouvernements aussi, qui a remis quelques millions. Tout ça, ce n'est pas suffisant pour passer au dépistage systématique? 3 volets là-dessus. Le premier volet, avant de faire le dépistage systématique, il faut d'abord avoir un test. Okay? Il y a eu plusieurs tests rapides qui ont été mis sur le marché. Mais nous attendions l'homologation des tests par l'OMS. Okay? Parce que, je vous donne le cas qui était arrivé à Lubumbashi, on avait utilisé un test rapide qui n'était pas homologué. Tout de suite, on a dit qu'il y avait 2 cas à Lubumbashi, rappelez-vous l'histoire. Et après, quand on a fait la confirmation, on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas. Donc, il y a des tests qui existent, mais on attendait l'homologation de ce test par l'OMS. Donc, il faut avoir d'abord un test. Okay? Et je pense que les discussions ont beaucoup avancé pour qu'on dispose d'un test rapide homologué. Parce que si vous voulez faire justement un dépistage de masse, il faut un test rapide qui soit homologué, okay? Qui soit testé, évalué. Le processus est en cours, on pense avoir un élément bientôt. Deuxième point, justement, les tests ont un coût. Il faut payer les tests. Imaginez-vous à la taille de notre pays, à la taille de la population de la ville-province de Kinshasa, si je ne prends que c'est là, c'est 12 millions d'habitants. Vous imaginez s'il faut tester l'ensemble de la province, qu'est-ce que cela coûte? Donc il faut mobiliser de l'argent, d'accord? Et troisième élément, il faut organiser justement les équipes qui vont faire ce dépistage. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des ressources humaines qui seront déployées, payées, avec toute la logistique qui va accompagner pour pouvoir faire ce travail-là. D'accord? Et donc, tout ça, c'est toute une logistique qu'il faut mettre en place, qu'il faut préparer, et on s'y attelle. Parce que pour nous, on pense que ça sera la meilleure façon d'augmenter notre couverture en dépistage et de sortir le plus grand nombre de malades. Une fois traités, on pense stériliser les réservoirs. Michel Mouvoudi, au moment où cette émission est enregistrée, il y a aujourd'hui 56 cas guéris, si je ne me trompe pas. Alors, la population se pose la question de savoir quel est le protocole utilisé, quel traitement ces malades ont pris pour guérir. Alors, avant de vous passer la parole, nous allons regarder ensemble ces reportages, une réflexion de Télé 50, et puis on revient à vous. Que faisons-nous de nos chercheurs, ces filles et fils maison, admirés un peu partout à travers le monde, sauf dans leur propre pays? Sur ce point, les exemples sont légion. Loin de nous l'idée de remuer le couteau dans les plaies en citant les noms de tous ceux qui sont partis dans l'au-delà, sans jamais mettre au service de la nation leur savoir-faire, puisque souvent rejetés par les siens. Cette situation paradoxale a pris des allures inquiétantes avec l'apparition de la pandémie à Covid-19 qui a presque touché tous les pays du monde, semant panique et désolation un peu partout. En République démocratique du Congo, après l'annonce du premier cas le 10 mars dernier, des chercheurs et scientifiques vivant au pays ou à l'extérieur ont tout de suite activé leur savoir-faire pour barrer la route
ou même atténuer les effets de cette pandémie sur les citoyens congolais. Mais fort malheureusement, ses compatriotes se sont butés à un mur pour des raisons difficiles à expliquer. Si pour les chercheurs Fidèle Vangoulou Tété ou encore Jean-Pierre Ekwalanga de l'Université de Lubumbashi ont vu leur protocole tout au moins reçu par la grande commission de la recherche scientifique après plusieurs tapages médiatiques, les protocoles proposés par Dr Jérôme Mouniangui a quant à lui connu la fin de non-recevoir. Nous avions envoyé au conseil scientifique, le président de la République démocratique du Congo a créé un conseil scientifique. On a envoyé les protocoles. Je vous ai dit, ici j'envoie le protocole. On envoie le mail et le protocole au conseil scientifique. Aucune réponse. C'est la République de Madagascar qui a mordu à l'hameçon. Grâce au pragmatisme des autorités malgaches, les savoir-faire de ces brillants chercheurs congolais a largement contribué à la fabrication des Covid Organics, ces remèdes encore et toujours contestés par l'OMS, mais qui peut se transformer en véritable manne pour les Madagascar en lieu et place du Grand Congo de Lumumba. Et que dire du produit Monacovid dont on n'entend plus parler? Nul n'est prophète chez soi, dit-on, mais la RDC semble se transformer en détentrice du monopole de cette affirmation. Votre premier commentaire par rapport à ces défis? 3 commentaires. Le premier commentaire, monsieur le journaliste, c'est d'abord, je suis très content de voir ces gens d'innovation. Okay? Et je l'ai mentionné sur l'RTNC, je pense qu'en fait, cette pandémie nous a donné aussi l'opportunité de découvrir des talents. Et pour moi, lorsque les personnes essayent de réfléchir dans une telle situation, à mettre en place des méthodes, des outils pour pouvoir mettre fin à la pandémie, moi j'encourage ça. Donc, je pense que d'emblée, il faut encourager la recherche, il faut encourager toute personne qui essaie de mettre en place une solution. Okay? Vous le savez bien, le Covid-19, c'est un virus tout à fait nouveau, tous on apprend. Okay? Et donc, il faut encourager la recherche. Donc, je salue les efforts des collègues qui se sont jetés sur cette piste-là. Le deuxième message, je crois que, justement, il faudra qu'au niveau du pays, qu'on ait une célérité à pouvoir mettre en exergue ce genre d'initiative. Comme vous l'avez mentionné, les gens ont suffisamment d'idées. En dehors même des molécules que vous venez de présenter, je vois des gens qui vous fabriquent des lave-mains sophistiqués. J'ai vu des jeunes qui ont proposé, par exemple, des masques sophistiqués. J'ai vu des gens qui proposent même des respirateurs sophistiqués. Je crois qu'il faudra justement avoir un guichet où les gens viennent présenter leurs idées et voir comment on peut appuyer ça pour aller de l'avant. D'accord? Je crois que ça, c'est très important. Et le dernier message, c'est qu'en fait, lorsque vous mettez en place un protocole, lorsque vous mettez en place un outil, justement, nous sommes dans un pays régulé. OK? L'OMS joue son rôle. Je vous donne juste un exemple. Vous avez suivi ce qui voulait se passer en France avec l'octroi des passeports immunitaires. Pour certains pays, dès qu'une personne est guérie, il fallait donner un passeport pour que la personne circule. Mais l'OMS a dit pas question parce que justement, on a eu des cas guéris. Et ça, c'était même voilà, ça, c'était la confirmation de la ministre des Affaires étrangères de la Corée du Sud qui a dit attention, nous, on a eu des cas guéris mais qui sont retombés malades. Et l'OMS n'a pas caché sa position en disant attention, soyons prudents, il n'existe pas de preuve que des personnes guéries ne peuvent pas devenir malades. On a des cas, Corée du Sud. Donc, ça veut dire que quelque part, une chose, c'est de pouvoir encourager ce qu'on voit, mais une autre chose, il faut pouvoir en prouver l'efficacité. Justement, les molécules, quand vous avez un médicament, il y a toujours deux volets. Il y a l'efficacité du médicament qu'il faut prouver, et ça c'est très bien, si c'est prouvé dans ce cas d'espèce. Deuxièmement, il faut voir la toxicité de ce médicament. D'accord? Il faut éventuellement travailler là-dessus pour se rassurer que ce médicament, à court ou à long terme ou à moyen terme, ne donne pas de la toxicité. C'est pour cela que, monsieur le journaliste, lorsque vous trouvez un médicament, ça peut être la première étape. Peut-être qu'il faut une deuxième étape, une troisième étape. Mais qu'à cela ne tienne, je crois que de telles initiatives sont encouragées. Il faudra justement les soumettre auprès des scientifiques aguerris pour voir comment on avance. Aujourd'hui, beaucoup d'Africains, pour ne pas parler des Congolais, ils pensent que l'OMS est finalement à la solde des grandes firmes pharmaceutiques je pense et que tout fruit des chercheurs scientifiques africains est qualifié des traditionnels, des banals et autres qu'il faut jeter à la poubelle sans aucune autre forme de procès. D'accord. Moi, pour avoir travaillé avec l'OMS, l'OMS vous donne les normes, les prérogatives. L'OMS vous montre qu'est-ce qui devrait se faire. D'accord?
Et c'est normal, c'est comme un roulage, c'est comme un arbitre. Imaginez-vous que nous soyons dans un système où quiconque trouve un médicament, il est libre de le mettre sur le marché. Ok? Vous savez qu'il y a même des médicaments faux parfois qui circulent dans ce pays. D'accord? Vous savez même qu'il y a eu des tentatives de faire entrer de la chloroquine qui n'était pas de bonne qualité dans ce pays. L'OMS a alerté là-dessus. Donc il faut juste que les gens comprennent que lorsque justement vous sortez un médicament et que l'OMS vous dit mais attention, ce médicament doit prouver une telle efficacité, ok? Mais ce qu'il faut faire, c'est discuter avec le collège des gens de l'OMS et leur dire voilà ce que j'ai fait, voilà ce que je n'ai pas encore fait et voilà comment est-ce que mon médicament peut devenir fort. Je suis d'accord avec vous que parfois, on va un peu trop vite dans la politique en disant, oui, voilà, il y a quelqu'un qui est contre l'autre. Mais non, il s'agit maintenant là de prendre les responsabilités pays, les responsabilités au niveau de ces chercheurs en disant, prouvons justement que ce médicament peut aider. Des questions pragmatiques pour chuter parce qu'on n'a plus assez de temps. Ouais. D'abord, par rapport à l'OMS, est-ce que ça sera vraiment scandaleux pour l'OMS si la solution contre cette pandémie provenait de l'Afrique? Non, écoutez, je vais vous donner un exemple. Ouais. Vous savez qu'il existe un programme national de la médecine traditionnelle en RDC. Pour votre information, ce programme existe. D'accord? Et ce programme a le soutien de l'OMS. Pour votre information, monsieur le journaliste, ça veut dire quoi? On reconnaît dans certaines plantes que nous utilisons des vertus thérapeutiques. N'est-ce pas? La menthe, par exemple. Hein? Il y a une plante qu'on appelle le Congo Bololo. Il paraît que justement à l'intérieur, il y a des valeurs qui peuvent soigner certaines maladies. Donc, ici, il faut vraiment vous mettre à côté de ceux qui pensent que l'OMS est contre un Africain ou contre un individu en Afrique qui pourrait penser à trouver une solution à toute situation de maladie. Bon, pour votre information, l'OMS appuie justement la recherche en Afrique et je crois qu'il faudra qu'on continue notre dialogue avec l'OMS qui est un partenaire important dans ce genre de situations et je suis sans doute rassuré. Nous avons appris que le chef de l'État a fait appel à Jérôme. Une très bonne chose. Qui vous connaissez déjà. Est-ce qu'il va intégrer votre équipe de riposte? Ce n'est pas à moi de décider hein, sur ce point, donc je ne suis pas la bouche autorisée. Est-ce qu'il sera les bienvenus? Non, je ne suis pas la bouche autorisée. Je ne peux pas répondre à la place des autorités du pays qui vont en décider au temps venu. Mais moi, personnellement, si vous voulez mon point de vue comme expert de santé publique, pour moi, quiconque aujourd'hui trouve une solution, propose un outil pour mettre fin à cette situation, pour moi, c'est quelqu'un à écouter et à intégrer. Alors, vous avez une minute, docteur. Que prennent ceux qui sont malades aujourd'hui, les malades qui sont guéris? Ils ont pris quoi, en fait? Alors, d'abord, premièrement, monsieur le journaliste, et je parle aussi à l'intention des téléspectateurs, vous savez que le Covid-19 vous donne un syndrome grippal. Vous pouvez guérir même en absence de traitement. D'accord? Ça veut dire que vous faites une grippe, vous toussez, vous éternuez en respectant les mesures barrières et c'est fini, la maladie est partie. Ok? Mais en fait, le pays, ce qu'il faut savoir, a adopté un protocole. Okay? Nous avons, à l'issue de plusieurs discussions, adopté un protocole qui est composé de l'hydroxychloroquine, de l'azithromycine et de la vitamine C. Ce médicament est utilisé. Nous avons des doses disponibles que nous donnons justement aux cas bénins qui sont détectés. Mais les cas sévères, là, vous comprenez qu'il faut justement une réanimation respiratoire. On recourt à des institutions hospitalières. Il faut quand même l'avouer, nous avons une prise en charge à ce niveau-là qui pose de problèmes parce que tout simplement, la capacité aujourd'hui technique de nos hôpitaux, dans lesquels on n'a pas beaucoup investi, il faut l'avouer, ne peuvent pas justement parfois faire face à certaines situations qui les dépassent. Donc, d'où l'appel à investir suffisamment dans le capital humain et investir suffisamment dans le système de santé de la RDC. Il faut investir suffisamment dans les capitales humains et redéfinir nos priorités après cette pandémie. Merci, docteur Michel. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous faites partie de l'équipe de la riposte contre cette pandémie. Merci, monsieur. Merci à vous de nous avoir suivis. D'autres questions? Oui, Michel reviendra sur ces plateaux. Au revoir.